Ok, même si je vais essayer d'aller un peu vite, pourquoi le diaporama ne marche pas, si ça y est. N'hésitez pas à m'interrompre. Voilà, je suis plutôt partant là-dessus plutôt que d'attendre la fin pour les questions. Donc l'idée, c'est de proposer en fait une méthode pour évaluer les services SaaS et IaaS sur la base de la conso des data centers avec une approche qui est plutôt top-down. Donc des éléments de contexte. J'avais déjà présenté au nom du Blo un exercice qu'on avait fait dans le cadre d'une mission et qui avait un petit peu débordé sur l'estimation de l'impact des data centers importés. Donc c'est un peu dans la continuité de ce travail qu'on aborde le SaaS et le IaaS, en partant du principe que justement c'est des angles morts et qu'aujourd'hui, quand on évalue le SI d'une organisation ou quand on évalue l'empreinte environnementale dans un territoire, on a du mal à évaluer justement tout ce qui est importé en gros, tout ce qui est externalisé, tout ce qui n'a pas une matérialité où on a un inventaire propre. Voilà. Et donc, ce qui nous a poussé à faire ce boulot, c'est une mission en particulier pour la direction de la communication de Rennes Métropole. Voilà. Et c'est ça qui a déclenché le sujet. Donc, il y avait aussi de l'hébergement, mais donc du IaaS, mais principalement des services SaaS, puisqu'on était dans une direction de la communication autour du streaming, des réseaux sociaux. Ils stockaient pas mal de données et bien sûr des sites. Donc, ce qui a guidé le travail, ça a été de fournir des outils, parce que dans l'analyse qu'on a fait pour eux, l'idée c'était de leur donner des outils pour eux-mêmes agir sur différents paramètres, donc être capable d'évaluer au fil de la modification de leurs usages. Comme on pensait que ça pouvait être utile à d'autres, on a la volonté de documenter. Donc il y a 2 articles en cours là-dessus. Et puis c'était aussi l'occasion, alors bien sûr de plus possible d'utiliser des données ouvertes, des facteurs d'impact ouverts, mais de voir jusqu'où on pouvait aller en utilisant les données ouvertes. Voilà. Démarche méthodologique, je passe très rapidement parce que c'est très classique. On va dire que ce soit on-prem ou sur du SaaS, un service numérique, mine de rien, ça se base sur un usage à partir de terminaux. Il y a du réseau et des applications, des données qui sont stockées dans un data center. Donc là-dessus, rien de nouveau sous le soleil. Et l'enjeu, il était bien non pas sur les terminaux et sur les réseaux où il y a des modèles qui existent, plus ou moins parfaits, mais ils existent, mais plutôt sur les data centers, puisque sur du SaaS, là pour le coup, on n'a pas accès à des inventaires très précis la plupart du temps. Voilà. Et donc, de manière sous-jacente, c'était bien l'idée d'utiliser la consommation électrique comme proxy. Et donc pourquoi ça nous semblait une évidence, c'est que dans le rapport ADEME-ARCEP, il y a des données super intéressantes qu'on avait déjà utilisées donc pour l'évaluation des data centers importés. Et donc ces données, c'est ni plus ni moins que on va dire des impacts par mètre carré de typologie de data center. Et comme on a la conso électrique par mètre carré, on a du coup des facteurs d'impact par kilowattheure et en fonction des différents data centers. Il y en avait 5 dans l'étude et donc on s'est focalisé essentiellement sur les data centers de type colocation en partant du principe que les acteurs SaaS qui nous intéressaient étaient plutôt avec cette typologie de data center. Voilà. Là-dessus, rien d'autre. Et donc, comment dire, on a interprété, on va dire, les données du rapport pour en extraire à la fois des données par kilowattheure, voilà, comme je vous l'ai dit, par type de data center, et on a inclus à ce moment-là justement les data centers de type colocation mais qui est extérieur,
Et comment on a fait ça? C'est qu'on avait justement aussi une répartition fabrication-usage. Donc on a pu appliquer le mix électrique des autres pays euh, et du coup avoir des facteurs d'impact de data center de type colocation, qu'ils soient en Irlande, en Europe ou aux États-Unis, dès lors qu'on avait le mix électrique multicritère de ces pays. Donc voilà, donc ça c'est vraiment... Tu as une main Ouais. levée. Tu as une main levée. Ok. Jennifer, Jennifer. tu veux prendre la parole? C'est peut-être une erreur alors. Ok, peut-être. Je Bon. sais pas. Bon, en tous les cas, pourquoi je reviens là-dessus, c'est que c'est l'élément vraiment central de l'approche, hein, c'est se dire, il y a notamment APL en fait, hein, qui a participé à ça, donc qui a travaillé sur ces facteurs d'impact par kilowattheure. Donc ça a une certaine valeur, on peut dire une certaine qualité. Et donc voilà, et donc ça vaut le coup de se poser la question de ce qu'on peut en faire et comment on peut l'appliquer à d'autres cas de figure. Donc, l'enjeu, à ce moment-là, il devient de trouver en fait la consommation de ces fameux data centers pour des acteurs du SaaS ou du IaaS. Et donc là, c'était entre guillemets un boulot d'enquête en fait, hein, où il fallait aller dans les rapports financiers, extra-financiers, trouver un certain nombre de données. Comme on l'a vu avec le CSRD en cours, ça se structure, mais aussi dans le monde anglo-saxon. Et notamment, il y a le SASB standard, hein, que je connaissais pas trop auparavant, qui lui-même est décliné par comment dire, secteur d'activité. Donc il y en a un pour tout ce qui est IT services. Et donc on va retrouver comment dire, un code, une ligne en fait de ces rapports qui correspond à l'énergie consommée au niveau des data centers. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Alors, il faut savoir que derrière, toutes les entreprises ne le publient pas parce que c'est pas obligatoire. Mais ça a été voilà, une première piste pour aller chercher des données de consommation des data centers, des acteurs du SaaS. Alors, le biais, c'est que la plupart du temps, les consommations des data centers qui sont publiées correspondent aux consommations de ces dites entreprises. Et donc, c'est des consommations directes. Par contre, dès lors qu'on outsource l'hébergement, comment dire, cette valeur n'a pas beaucoup de sens. Sauf si, dans certains rapports, ils vont dire ou documenter en fait la consommation indirecte, mais c'est rarement fait. Donc, dans un premier temps, on a vraiment essayé de se focaliser sur les acteurs du SaaS qui hébergeaient eux-mêmes en fait leur infrastructure. Donc là aussi, ça veut dire qu'il faut gratter un petit peu pour voir pour qualifier, on va dire, la véracité de ce genre de choses. Donc typiquement, on a commencé sur le service de streaming, donc Netflix qui est essentiellement indirect, mais qui en 2019, c'est pour ça que des fois il faut remonter un petit peu loin, parce que c'est plus du tout vrai après, en 2019 a déclaré les consommations à la fois directes, mais aussi indirectes. Et puis quand on gratte un peu, on voit que la consommation directe, en fait, elle inclut autre chose que son activité de streaming, son activité entre guillemets SaaS. Donc, pour faire court, toutes ces données, quand on les croise, on arrive à une estimation de l'infrastructure à destination data center, qui est à la fois celle d'AWS et 30% de celle qui est en interne. Voilà, donc là, on a un exemple où on pense, voilà, au travers de toutes les données disponibles, avoir quelque chose qui tient la route. Donc ça, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir l'utiliser. Il faut que ce soit actionnable, en fait, parce qu'on peut aboutir à des facteurs d'impact globalement. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est OK, moi, j'utilise du streaming avec telle ou telle qualité. Et donc, je veux pouvoir avoir un facteur d'allocation qui ait du sens pour moi, quoi. Donc là, il faut aller chercher des données d'usage
Donc, on trouve sur Netflix certaines données, à la fois la taille moyenne d'une heure de streaming, à la fois le nombre d'abonnés, le nombre d'heures de jour par jour et par abonné, etc., etc. Et donc, ça nous amène à obtenir un ratio de consommation électrique par gigaoctet streamé. Voilà. Et donc, du coup, quand on met tout ça bout à bout, on a une estimation de l'impact du data center par gigabyte ou par gigaoctet pour un service de streaming. Donc, ensuite, ça, on peut le décliner en fonction de la localisation du data center. Donc, si on pense Netflix, ben, on ne pense pas forcément France, même s'il y a des CDN, mais on pourrait l'appliquer à un autre service qui est de type streaming et dont la localisation du data center est différente. Donc, tout ça, après, ça peut se décliner aussi en disant, OK, maintenant, le streaming, le gigaoctet, c'est pas mal, mais quand je regarde une vidéo sur YouTube en faible qualité ou versus du 4K sur Netflix, ben, ça va pas être le même voilà, débit. Donc, on a adapté nos calculateurs en fonction justement du type de streaming. On a aussi fait, comment dire, une règle de 3 pour l'appliquer à du streaming de type audio. Voilà, et ça a permis, dans le cas de la mission de Rennes, justement, de pouvoir estimer la partie data center et plus globalement, vous allez voir la partie globale avec terminaux, réseaux, etc., en fonction de la qualité des vidéos, en fonction de la qualité utilisée par les utilisateurs, etc., etc. J'espère que c'est clair jusqu'ici. Alors, ce qui nous a paru important, parce que pour ceux qui connaissent les données de la base empreinte qui viennent de Negaoctet, il y a un certain nombre de services numériques, mais qui sont entre guillemets hard-codés, quoi. C'est-à-dire il y a un contexte qui est, et là vous les avez en haut à gauche, mais peut-être difficilement lisible. Donc je regarde en mode 1080p sur du réseau fixe dans un contexte où c'est 82% TV et 18% laptop. Et là, j'ai des facteurs d'impact. Et voilà, il y a 6 scénarios qui sont définis comme ça. Donc l'idée, nous, on a du coup un calculateur paramétrique que je vais vous montrer rapidement. Mais l'idée, c'était de le comparer. Donc en allant à la pioche aux infos, on pouvait connaître, on va dire, le contexte, à la fois les durées de vie considérées pour les télés, les laptops et tutti quanti. Et voilà, on a pu reconstituer, on va dire, ces scénarios et arriver à une conclusion que on est dans les mêmes ordres de grandeur. Donc là, typiquement, sur le potentiel changement climatique, on oscille entre 3 à 28% de différence, ce qui, compte tenu des incertitudes qu'on a par ailleurs, est peu. Alors, c'est pas surprenant parce qu'on a utilisé pour la partie terminaux et réseaux les données de la base empreinte qui sont elles-mêmes issues de Negaoctet. Et aussi, je sais qu'ils ont utilisé pour ces scénarios les données Netflix avec voilà, quelques petites variations, mais donc c'est pas étonnant qu'on soit dans les mêmes ordres de grandeur. Donc du coup, tout ça, ça a donné lieu à un calculateur, où pour le coup, ça revient à refaire les scénarios de la base empreinte, mais avec tous les paramètres disponibles, on va dire. Donc on peut jouer sur la qualité le type de streaming, on peut jouer sur la durée, on peut jouer bien sûr sur la localisation des décès, sur les types de réseaux, sur la répartition smartphone-tablette, on peut même jouer sur les considérés, voire les consos électriques considérés, nous donne en fait des résultats, une répartition, et voilà. Et c'est ce qui fait que le service de communication peut l'utiliser d'ores et déjà pour voir est-ce qu'il y a un changement si on impose à nos utilisateurs d'utiliser des vidéos faible qualité, etc., etc. Et en l'occurrence, comment dire, le résultat est que ça a potentiellement une très grosse différence, effectivement. Voilà. Alors, je ne sais pas si je passe juste pour vous, parce que je voulais vous montrer éventuellement d'autres services. J'ai partagé mon écran ou juste la fenêtre.
Est-ce que vous voyez le calculateur là? Ouais, on voit tout ton écran. C'est cool. Donc, tout ça, là, je vais pas avoir le temps parce qu'il y a une suite à l'histoire, mais je vais pas avoir le temps de vous montrer l'ensemble des services, mais y compris en interne, nous, on l'a décliné sur pas mal de choses. Au-delà de la mission de Rennes. Donc, le principe, à chaque fois, il est un peu le même. Hein. Comment dire, on a des... Je vais prendre quoi, ça? Ici, par exemple, sur tout ce qui est storage de data en ligne, on est parti sur des données Dropbox parce qu'on pense que, enfin, Dropbox, à grande majorité, héberge ses propres, enfin, ses serveurs. Donc, il faut aller chercher des datas à la fois sur les consos et à la fois sur les données d'usage, ce qui nous pousse à avoir des données par, comment dire, par, c'est ça qui me gêne, par gigabyte en l'occurrence. Pareil sur les réseaux sociaux, où on a travaillé plutôt sur les données méta, donc qui inclut WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Et dans les réseaux sociaux, on arrivait finalement avec des données d'usage par heure. Et donc, on avait du coup des facteurs d'allocation par heure et donc des impacts par heure d'usage des réseaux sociaux. Et donc, bon, etc., etc., on peut le décliner sur pas mal de choses. Et l'idée, on le verra à la fin, c'est justement de créer un groupe de travail au sein de Boavista pour avoir, comment dire, une démarche collective de ce type d'enquête et essayer de qualifier de mieux en mieux toutes ces données. Et donc tout ça, ça aboutit à des petits calculateurs voilà, qui sont où on peut changer, enfin on peut jouer sur la qualité, on peut jouer sur l'ensemble des données, et par exemple, on pourrait changer aussi la partie réseau avec le dernier PCR FAI. Et donc ça le rend, on va dire, utilisable par un plus grand nombre assez facilement, quoi. Voilà, on pourrait y revenir s'il y a des questions, mais voilà, je vais peut-être pas aller plus loin sur cette partie calculateur, qui sera disponible avec les articles, hein, mais voilà. Donc ça, c'était pour la partie quelque part SaaS, dès lors que on a accès en fait aux données, ou qu'on pense que les données publiées sont issues de services SaaS qui sont plutôt, comment dire, qui exploitent leur propre data center. Mais donc pour aller plus loin, on voit que là aussi il y a quand même un angle mort. Pourquoi? Il y en a deux principales limites. À la fois l'externalisation d'infrastructures, il y a quand même beaucoup de fournisseurs de services SaaS qui externalisent, notamment chez les principaux cloud providers. Donc on ne peut pas se baser sur la consommation électrique de leur data center qui est publiée. Et puis, si on est sur du IaaS ou même du SaaS B2B, c'est très difficile d'avoir des données d'usage, on va dire. Je ne sais pas, Salesforce, je ne pense pas qu'il y ait de données sur le nombre d'utilisateurs ou de contacts dans leur CRM gérés dans le monde. Donc du coup, là où on a des données par gigabyte, par heure d'utilisation, etc., c'est beaucoup plus difficile sur d'autres secteurs d'activité. Donc ces deux limites, on a essayé de les adresser. Donc là, on va vers un truc un peu plus, comment dire, non pas Sioux, mais parce que c'est finalement tout bête, mais conceptuel. Donc un des enjeux, c'était de se dire, ok, si j'ai pas la conso électrique, potentiellement, non, je vais le redire. J'ai potentiellement la conso électrique globale d'un service, mais par contre, j'ai pas cette problématique d'allocation. Donc la donnée dont je suis le plus sûr, c'est finalement le revenu. Et typiquement sur du B2B ou sur du IaaS, enfin, on est aussi la plupart du temps sur du B2B, c'est vraiment l'élément qu'on connaît. D'accord? Donc du coup, partons du principe qu'on a un machin, donc là je l'ai appelé revenu énergie efficiency. Si vous avez un nom qui est plus sympa, je suis preneur. Et ça, c'est la consommation électrique annuelle de l'infrastructure, quelle qu'elle soit, par revenu annuel du service. D'accord? Donc ça revient un peu à un ratio monétaire, mais sur la partie énergétique.
Et donc, dès lors que on a ce REE, on aura forcément du coup des kilowattheures dès lors qu'on connaît le coût de ce service, et donc on aura des facteurs d'impact. Donc ça, c'est voilà, la deuxième piste pour compléter l'approche initiale. Cette piste, il fallait aussi, au-delà de ce ratio, se dire que comment dire, à un moment donné, justement, il y a une dimension récursive. C'est-à-dire que si je veux pouvoir calculer ce RE d'un fournisseur SaaS, comme ça, je peux l'intégrer à mon bilan, moi, organisation qui utilise ce service SaaS, mais ce service SaaS, en fait, a externalisé son infrastructure. Et donc, du coup, il faut d'abord avoir le REE pardon, du IaaS, pour avoir ensuite pour le SaaS des kilowattheures qui lui-même va calculer son ratio REE. Donc je sais pas si c'est clair, mais donc du coup on a fait les choses dans l'ordre. On a d'abord travaillé sur le RE du IaaS, donc là aussi on part à la pêche aux infos. Petite parenthèse, il y a de moins en moins enfin, c'est de plus en plus difficile de trouver ces fameuses consommations de data center, y compris dans les rapports extra-financiers. Par contre, pour les acteurs du IaaS, voire de la colocation, tout ce qui est mètre carré est souvent fourni, d'ailleurs dans les rapports financiers, parce que c'est des assets, quoi. Et donc, là, on a fait 2 contrôles sur AWS, à la fois le kilowattheure par mètre carré et tout ce qui était publié dans les rapports extra-financiers. Et le ratio kilowattheure par mètre carré, on a utilisé bien sûr celui du rapport ADEME-ARCEP. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une certaine convergence. Alors, j'ai pas trouvé les données AWS pour 2022, et j'ai peut-être mal cherché d'ailleurs. Mais en tout cas, sur 2020-2021, on voit que voilà, on a un équivalent 33 TWh si je pars du mètre carré versus 31 et 23 versus 24 en 2020. Donc voilà, ça montre à mon avis que le ratio kilowattheure par mètre carré qui a été fourni par APL dans le rapport ADEME-ARCEP tient la route, quoi. Et qu'il est surtout applicable à des acteurs comme AWS. Voilà, donc ça, premier élément, c'est trouver les données, voilà, et allouer la bonne consommation au service AWS. Alors, l'autre difficulté, c'est que Amazon, c'est pas que AWS. Et qu'aujourd'hui, par exemple, quand on gratte dans les rapports, on voit que AWS est une business unit, mais que c'est AWS qui se charge de toute l'infra. Donc tous les terawattheures ne sont pas allouables, on va dire, à la partie cloud IaaS d'Amazon. Et là, il y a un rapport qui m'a fait gagner beaucoup de temps. J'ai pas encore réussi à valider totalement comment dire, les chiffres, mais en tout cas, dans un premier temps, on va dire que je leur fais confiance. Donc c'est un rapport assez récent qui a été coproduit par l'ITU et la World Bank. Merci Gauthier pour me l'avoir poussé à un moment donné. Et on l'a partagé au sein de Boa Vista. Et donc ce rapport, en fait, il donne plus de données justement dans la répartition, comment dire, cloud provider d'acteurs qui ont différents produits. Donc typiquement AWS, partie e-commerce et la partie AWS. Et donc, pour faire court, donc comment dire, la consommation d'électricité allouée à AWS du coup est moindre, hein, quasiment moitié moindre. Et quand on applique les revenus qui eux sont publics d'AWS, on obtient un REE de 0,26, 0,25, 0,22 sur ces 3 dernières années. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir des facteurs d'impact par dollar d'AWS. Donc là, ça déjà, c'est quelque chose d'intéressant. Donc là, on est sur un ratio monétaire spécialisé multicritère pour du AWS. Si on l'applique à Azure avec la même démarche, hein, là je vais un peu plus vite, là vous avez juste le tableau de synthèse, ben, vous avez un RE voilà, que vous pouvez lire qui varie entre 0,23 et 0,24. Et la même chose sur GCP, et là ça varie entre 0,25 et 0,23. Et donc si vous faites une petite synthèse, vous vous rendez compte qu'il y a quand même une convergence assez intéressante des 3 principaux fournisseurs IaaS, avec une moyenne du REE voilà, qui varie
de 0, enfin si je fais une moyenne pour chaque acteur sur les 3 années, donc qui est quand même assez proche, 0,23, 0,24, quoi. Donc ça déjà c'est intéressant et c'est rassurant quelque part, et ça me pousse à croire à la comment dire, à la publication World Bank ITU. En tout cas, j'ai envie. Euh, Après, on a fait le même exercice sur des services de colocation. Donc là, en essayant de, comment dire, de faire le distinguo entre du wholesale et du retail. Donc je suis pas un expert là-dedans, mais en gros le wholesale c'est vraiment vous avez le bâti, l'arrivée de la console électrique, mais vous chargez tout le reste, quoi. Et typiquement les grands acteurs du cloud sont des clients, peut-être les clients principaux du wholesale. Il y a fort à parier que enfin voilà, et versus du retail où là vous allez avoir un rack ou un subset de rack, et vous avez souvent des services supplémentaires, voilà, et c'est pas tout à fait, enfin c'est voire même c'est pas du tout les mêmes services. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de les comparer. Après on trouve dans la littérature une espèce de répartition, mais là encore la plupart des acteurs font à la fois du retail et du wholesale, mais voilà, je me suis lancé dans cette catégorisation qui est peut-être discutable. Et, donc, certaines qui font majoritairement du wholesale et d'autres qui font majoritairement du retail. Pardon. Donc, là, j'arrive juste à la conclusion parce que voilà, vous avez compris la démarche. À chaque fois, il faut aller à la pêche aux infos sur les consos, les revenus. Ça, c'est pas le plus dur sur les revenus. Et donc, il y a des années où c'est dispo, des années où c'est pas dispo, où j'ai pas trouvé en tous les cas. Et donc là, vous avez ces différents REE pour les différents acteurs. Et si on reprend la catégorisation, et ben voilà, on va avoir un RE pour les wholesale qui est de 2,74, le retail de 1,06, et du coup des ratios monétaires associés pour ce type de colocation. Et si vous avez suivi, vous pouvez voir que là, le RE, il grandit quand même de manière très substantielle. Alors après, on a continué de gratter parce qu'on est un peu curieux, même si on était, vous pouvez le constater, très au-delà du cahier des charges de la mission pour Rennes Métropole. Et donc, si on applique ça à des acteurs des télécoms, qui a priori gèrent leur propre infra, voilà. Donc Orange en France, et puis je crois qu'en Allemagne, ils ont tous leur propre infra. Il y a pas de partage. Alors je parle, ou j'espère que c'est ça. Je sais plus, c'est Gauthier qui m'a dit ça. Et donc là, ça m'a vraiment pour le coup surpris parce que on est 3 pays différents, enfin 3 pays. La plupart sont internationales, mais avec un pays fort quand même. Principal, et donc 0,11, 0,12, 0,13 pour ces 3 acteurs. Et puis après, on a continué, et là, comment dire, je vais peut-être trop vite d'ailleurs, parce qu'il n'est pas si tard que ça, mais on a continué aussi sur des acteurs du SaaS de type orienté content, des acteurs comme Criteo, Salesforce qui a majorité on-prem, même s'ils ont certains services chez les cloud providers. ServiceNow qui prétend aussi comment dire, gérer sa propre infra. Et voilà, et on arrive à cette donc là c'est une pseudo comment dire échelle logarithmique, et vous verrez la vraie juste après. Et donc c'est intéressant parce que enfin c'est presque naturel au final, mais c'est quand même surprenant qu'on le voit au départ. En fonction de la chaîne de valeur, l'énergie au sens data center nécessaire pour gagner un dollar de revenu, est inversement proportionnel à cette fameuse chaîne de valeur sur le niveau de service, quoi. Donc tout au bout, vous avez des features, enfin j'ai appelé ça des feature-driven SaaS solutions. Après, vous avez des solutions SaaS qui sont plus orientées contenu. Vous avez ensuite dans l'infra des télécoms, les hyperscalers, le retail et le wholesale. Et voilà. Et donc c'est assez troublant de voir que voilà que ça suit effectivement une forme de linéarité au sens logarithmique, mais
tous les cas qu'il y a des différences archi-sensibles et que au sein d'une même catégorie, ça semble converger. Donc, si on voulait avoir des ratios monétaires, donc là, c'est par kilowattheure, mais comme vous avez des facteurs d'impact par kilowattheure, on pourrait avoir l'équivalent CO2 pour chacun de ces types de services SaaS, de services numériques, en fait. Hein. Donc, à la limite, si vous n'avez pas de données précises, ben, wholesale, alors on pourrait imaginer des données peut-être pénalisantes, là, c'est des moyennes. Hein. Ben voilà, pour 1 euro, j'ai 2 kWh et donc tant de CO2 équivalent, etc., jusqu'à arriver à l'idée sera de travailler sur la plupart des acteurs de SaaS, voir leur sujet d'utiliser ces ratios. Mais même si vous ne le connaissez pas, vous pouvez prendre, pareil, une donnée pénalisante en fonction de la typologie du service numérique. Voilà. Et donc, au final, j'ai été largement trop vite, je crois. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse maintenant, c'est aussi de discuter avec vous de ce qu'on peut faire de ça. Déjà, le premier truc qui me semble intéressant, c'est de comparer ces ratios monétaires avec les résultats, par exemple, de Cloud Scanner et voir des calculs des fournisseurs. Donc là, si parmi vous, et on va peut-être lancer une pêche à l'info dans le chat, hein, vous avez des factures IaaS et des inventaires des instances, ça nous permettrait à la fois d'appliquer du Cloud Scanner, de voir où nous mène le facteur monétaire, qui a pour intérêt, il y a certainement beaucoup d'incertitudes hein, sur ce facteur monétaire, mais qui a pour intérêt à tout prendre en compte en fait, par opposition avec les approches bottom-up, où on se pose encore des questions sur les services managés, sur tout ce qui est backup, etc., etc. Et en tout cas, ce sera intéressant de le comparer, quoi. Ce sera intéressant aussi de voir si ce RE récursif fonctionne sur d'autres cas. Donc, quelque part, ah oui, je l'ai pas montré ici, en fait, mais j'attends son autorisation pour le publier. J'ai pu échanger avec un acteur du SaaS qui a l'infra en IaaS et le comparer à voilà, un des trois qui est ici. Donc, il est vraiment dans la même typologie. Et en fait, on est dans le même ordre de grandeur. C'est pas exactement le même ratio, mais donc si je prends leur facture IaaS, en l'occurrence, elle est dispatchée entre AWS et GCP. Et si du coup après j'applique par rapport à leurs revenus leur propre RE, je retombe, on va dire, dans ce bon carré en fait sur un acteur de cette catégorie, quoi. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir avec d'autres acteurs. Encore une fois, il faudrait trouver un protocole pour qu'on anonymise, etc. Mais avoir des constructions de RE et pour voir si effectivement ça converge et si c'est une bonne approche méthodologique. Même, encore une fois, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais en vue macro, ça donne déjà une idée. Là où aujourd'hui, il était très difficile d'évaluer des services SaaS. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour nous, oui. Voilà. Et puis la dernière petite idée, c'est il y a un facteur monétaire publié par l'ADEME qui prend en compte tout plein de trucs, mais il faudrait vraiment être sûr de ce qu'il prend en compte et pourquoi pas se positionner par rapport à ce facteur monétaire et proposer des ratios monétaires spécialisés hein, plutôt qu'un ratio monétaire IT au sens large. Voilà, parce vous avez pu voir qu'entre le 0,001 d'un côté et le 2, ça fait un fois 2000 quoi. Donc en fonction du service IT que j'utilise, voilà, la différence peut être très très sensible. Et enfin, ce qu'on souhaiterait faire, c'est une fois qu'on aura écrit les articles, mais ça ne saurait tarder, parce que du coup, on utilise ces données pour une autre mission. Donc, vu qu'on veut se baser là-dessus, on doit écrire les articles, et c'est aussi pour partager, bien sûr. Et donc, l'idée serait de créer un groupe de travail
pour continuer la démarche, la valider ou l'invalider, structurer la méthodo, les enquêtes, les données, parce qu'il y a aussi forcément des variations saisonnières, donc c'est important même quand on a des données de voir l'année d'après comment elles ont évolué. Et je pense qu'il y a c'est sûr qu'il y a voilà, comment dire, des erreurs ou des incertitudes dans ce qu'on a collecté. Donc si on est plusieurs à aller à la pêche aux infos et à structurer toutes ces données qu'on peut quand même trouver ici ou là dans les rapports extra-financiers, eh ben, ce serait pas mal. Voilà. Et ça, je pense que c'est une bonne alternative aux publications orientées Scope 2, Scope 3, puisque il y a de plus en plus d'entreprises qui fournissent du market base, donc ça rend la chose illisible et inexploitable. Et donc j'ai infiniment plus confiance au kilowattheure qu'au Scope 2 publié. Voilà. Et donc du coup, je finis largement en avance, mais au moins j'ai du temps pour les questions si vous en avez. Enfin, je crois que j'avais fini. Oui. Ouais, il y a Gauthier qui a levé la main. Ouais, Eric, merci pour la présentation. En fait, ce que tu viens de dire, c'est assez intéressant. Vu qu'on va obliger, enfin, vu que maintenant on peut faire du reporting en market-based, du coup, forcément, ça va fausser nos chiffres. Donc, toi, cette façon de faire, ça serait une façon de contourner l'arrivée du market-based pour continuer à avoir des chiffres à peu près stables sur la conso électrique et son vrai impact, sans passer par le reporting market-based, en fait. Ouais. En l'occurrence, moi, enfin, comment dire, même le location base, il est complexe parce que, enfin, dès lors que tu as des acteurs qui ont des data centers ici ou là, tu peux pas avoir un mix électrique précis. Complètement en phase. Hein, ce serait une manière effectivement de challenger leurs données. Et il y a une autre manière de faire aussi, c'est que une fois que tu as des moyennes, d'acteurs de SaaS, petit à petit catégorisés, on va dire, hein, les acteurs de la pub en ligne, les acteurs de contenu, etc. Même les consos de data center, en fait, tu pourras, parce qu'en fait, dès que tu externalises ton infrastructure, ça passe en scope 3. Donc le scope 2, c'est pour ça qu'il est complexe à interpréter. Mais ce sera une manière de dire, presque tu pourras dire, donne-moi ta conso, ou voire même ton scope 2, je te dirai si tu es on-prem ou pas, quoi. Parce que si tu es complètement en dehors de l'épure, des acteurs où on sait qu'ils sont on-prem, ou alors on a joué sur le récursif, voilà, donc du coup, ça peut être aussi un moyen de détecter pas du greenwashing, mais enfin des données qui n'ont pas de sens et qui sont pas fiables, quoi. Ok, alors j'ai deux questions en plus et après j'arrête. Alors, premièrement, donc là on est d'accord que ça inclut tout, donc il y a t'as les services que tu payes, les jobs et aussi l'overhead, etc. On est d'accord que c'est top-down, donc du coup Ouais, on prend tout. on est en top down. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, et est-ce que tu as testé la relation justement sur des acteurs plus mauvais, sur des acteurs en market base, enfin, pour confirmer la relation, mais à l'inverse? Alors, pour confirmer la relation, pardon. Confirmer ta relation en montrant que ça fonctionne aussi à l'inverse, c'est qu'on voit des chiffres complètement délirants si les sources de données sont mauvaises. En fait, je serais curieux de voir ta courbe, mais lorsqu'on inclut aussi des reporting qu'on sait mauvais, dans tous les cas. Ouais. Alors, en fait, non, je l'ai pas fait de manière structurée. Je l'ai fait, enfin, je l'ai constaté finalement quand j'ai vu d'autres études que je vais pas citer, on va dire, qui avaient une même démarche et qui n'ont pas fait attention justement sur le fait que, attention, il y a l'infrastructure externalisée. Donc j'ai pu constater que si tu prends vraiment les données, soit scope 2, soit kilowattheure déclarés, ça peut donner des chiffres mais complètement bidons. Mais par contre, j'ai pas fait entre guillemets le reverse engineering sur l'ensemble des acteurs que j'ai traités avec cette méthode, mais ce serait intéressant, ouais. Ouais, enfin, bon, j'arrête. Mais je vois deux choses. En effet, c'est de prouver la relation par l'inverse, du coup, comme je te disais. Et l'autre chose je serais intéressé de refaire ce graphique, mais aussi d'inclure dessus la taille des marchés
qu'adresse chaque acteur dans la chaîne de valeur. Parce qu'en fait, tu dis en effet, bon, ça coûte cher pour le wholesale de faire de faire $1, très bien, mais alors du coup, quelle est la taille de leur marché global et surtout c'est après sur du wholesale, il y a plus beaucoup d'acteurs, ils sont 3 quoi. Donc forcément, ça pose des questions. Donc moi, je serais curieux de refaire ce graphique, mais aussi de garder la même courbe, etc. Mais aussi d'inclure la taille des marchés. Ouais. Non, mais effectivement, alors, pour le coup, j'imagine 3, comment dire, superposer 3 approches qui seraient ça. Effectivement, la taille du marché, c'est intéressant. Et j'avais aussi en tête, en fait, le nombre de collaborateurs quelque part. Parce qu'en gros, l'énergie, on va dire, toi, de Criteo, c'est plutôt des cols blancs c'est de la R&D, quoi. Là où du wholesale, à mon avis, ils ont quand même un nombre de collaborateurs par revenu qui est infiniment plus faible. Donc après, il y a un autre enjeu, mais alors là, je tire sur la pelote, mais quand tu évalues un service numérique, pourquoi tu n'évalues pas aussi son coût de fabrication? Parce que là, on est plutôt, tu vois, sur le coût de run, quoi, en gros. Et où là, je pense que les courbes, elles sont inversées, c'est-à-dire que tu as un coût de fabrication de ton service, alors, au sens numérique, hein, je parle même pas du bâtiment, mais chez un Criteo qui est infiniment supérieur à un coût de fabrication du service wholesale ou même du retail, quoi. Mmh. Ok. Mais la dimension marché est effectivement aussi intéressante. Ouais. Ok, j'arrête là. Bon, il y a beaucoup de blagounettes, alors j'ai du mal à voir Si tu veux, j'ai sorti quelques questions, si tu veux que je Ouais. les redonne. Une question de Jennifer, c'est est-ce que ce calculateur peut se décliner sur un usage volume de données exploité chez les éditeurs? Si tu- Oui, typiquement, c'est ce qu'on a fait sur du stockage en ligne, tu vois, de data ou même du streaming, hein, ça revient un peu à ça. Mais la condition, c'est que donc t'as 2 choses. Mettons que t'as quelqu'un. D'ailleurs, il faudrait que je fasse l'exercice avec Netflix si je connaissais. On va prendre ce cas de figure. Netflix nous partage sa facture AWS. Et j'imagine qu'ils ont des prix archi préférentiels. Donc ça nous donne du kilowattheure qu'on pourrait comparer au kilowattheure qu'ils avaient déclaré en 2019. Donc ça, premier élément. Et donc, tu as un équivalent kilowattheure du service SaaS. Par contre, après, ton facteur d'allocation, on va dire, il faut l'avoir. C'est-à-dire que si tu as un volume de données pour gérer par ce service, tu auras du coup un ratio, un facteur d'impact, enfin un kilowattheure par volume de données, et donc un facteur volume de données. Mais il faut bien avoir cette donnée d'usage. Je ne sais pas si je suis clair, mais comment dire, ce facteur d'allocation, il faut qu'il soit dispo. C'est pour ça que dans les B2B, tu en as très peu. Mais si tu connais le volume de données de ce service numérique, tu peux du coup avoir alloué par volume de données. Ouais. Ok, merci. Et il y a une deuxième question de François sur l'eau. On ne voit pas l'eau dans les critères d'impact. Quelle est la raison? Alors, moi, là, dans les critères d'impact, j'ai pris les données disponibles soit dans la base d'empreinte ou soit dans le rapport ADEME-ARCEP. Et sauf erreur de ma part, dans le rapport ADEME-ARCEP, c'était au moment où Négooctet disait il n'est pas assez fiable, donc on ne le met pas. En tout cas, si, voilà, c'est pas moi qui ai créé les facteurs d'impact. Hein. J'ai utilisé, enfin, je les ai un peu détournés, mais voilà. Mais j'ai juste une remarque rapide sur le fait que faut pas confondre les usages des approches top-down et bottom-up. C'est que du coup, le top-down sera quand même moins, enfin, il va prendre en compte mieux du coup l'ensemble de périmètres, mais par contre, il va être plus difficile de déterminer des leviers, à part le fait de réduire sa consommation du service. Puisque dans le bottom-up, on peut voir plus facilement les sources d'impact, etc. Donc c'est des approches qui sont finalement complémentaires et qui sont pas forcément à opposer, quoi. Je le rappelle juste. Oui, complètement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Oui, et l'intérêt, je pense, c'est d'avoir les deux, à la fois pour les comparer et effectivement, quand
quand tu fais de l'éco-conception, le top-down ne te donne pas beaucoup de données, quoi. Mais en tous les cas, quand tu es complètement aveugle, c'est déjà ça, quoi. Oui. Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main aussi. Ouais, j'avais vu Oui. Franck qui avait levé la main, mais ouais. Oui, effectivement, non, je voulais juste, quand tu as reparlé de Netflix, ça m'a rappelé mes souvenirs et j'avais fait des études sur leur consommation électrique au tout début et je me perçois que ces rapports ont disparu et que ce que tu retrouves en ligne, c'est le rapport 2010, c'est les 5 dernières années. Donc, Ouais. si on veut faire des analyses dans la durée et notamment voir les premiers étages de la progression. Coupez ton micro, Franck. Oui, il va falloir prendre l'habitude de sécuriser les rapports qui disparaissent au bout de 5 ans. Archi d'accord, hein. Pour moi, il y a un vrai risque. Et alors, je suis peut-être devenu parano là, à force de me plonger dans ces rapports, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus c'est difficile de trouver des données, quoi. Et typiquement Netflix, ce qu'ils ont fait en 2019 presque par hasard, hein, à un moment donné, il y a une phrase où ils disent, bah voilà, les données, la conso indirecte. C'est plus du tout le cas après, quoi, hein. On n'a plus ces données du tout, quoi. Donc oui, perso, je les ai bien stockées sur mon disque, donc au moins. Mais ce serait bien qu'on le fasse d'ailleurs, si on crée un groupe de travail. Et oui, ce qui m'intéresse aussi, c'est qui ça intéresse justement de travailler là-dessus. Book Alpha, je crois que tu as une question. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Merci pour cette présentation. J'ai juste une petite question. Je sais pas ce que j'ai zappé au cours de la présentation. En fait, vous êtes basé seulement sur la conso de Netflix ou vous avez regardé les autres, par exemple pour les concurrents de Netflix en termes de conso? Alors, sur le streaming, j'ai uniquement pris Netflix. Ouais. Après, là, tout ce que je vous montre là, que ce soit les wholesale, retail, tous les noms que vous voyez, on a été à la pêche aux infos. Ouais. Après, en fait, là où vous avez raison, c'est que on a comment dire, généralisé. Par exemple, c'est quoi l'impact du streaming en fonction des paramètres que je vous ai montrés sur base Netflix. Et on a fait la même chose, c'est quoi l'impact des réseaux sociaux sur base des données méta. Ouais. Et ça, pour une raison bien simple, c'est que on n'a pas trouvé d'autres données, en fait, hein. Où la plupart du temps, c'était... donc là, on commence maintenant qu'on a l'approche récursive et que sur certains projets, on a accès au budget. C'est là où... c'est aussi après le hasard qui fait... On arrive à pouvoir comparer différents acteurs d'un même domaine. Voilà. Ouais, merci parce que en fait j'ai lu un article où il disait que par exemple chez Netflix ils sont des bons candidats en termes de optimisation de la conso. Donc c'est-à-dire si on prend les autres, il y en a où sont moins bons en termes de gestion d'énergie. Donc du coup oui, je suis entièrement d'accord, c'est qu'il y a un manque de données. Voilà. Donc Oui. on va se contenter de ça. Merci. Ouais, j'ai peut-être été un poil rapide au final, mais bref, je sais pas si j'espère que c'était clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est quoi la suite dans Boavista? La suite, donc si pour moi, il y a un gros boulot à faire pour comment dire, structurer en fait toutes ces données extra-financières, mais même financières. Par exemple, tous les acteurs du IaaS, de la colocation, je pense que c'est super intéressant de les mètres carrés à la fois déclarés, à la fois comment dire, anticipés, et on trouve ça dans les rapports financiers. Parce que c'est presque une autre manière d'évaluer la conso des data centers dans le futur. Donc c'est l'investissement dans les mètres carrés de data center, en fait, hein, de la plupart des acteurs qui sont connus. Bien sûr, tout ce qui est revenu, ça c'est facile à trouver en général.
Quand il y a des coproduits arrivés à distinguer, ok, Amazon, c'est ça leur conso, tant pour AWS, tant pour le reste, etc. Et puis, enfin, bref, comment dire, ce qu'on a commencé à faire, hein, arriver à le structurer, le généraliser. Je sais que on a bossé d'ailleurs avec Laurent là-dessus, hein, j'aurais dû le dire dès le départ, hein, et petit à petit, nous, sur d'autres projets, on a utilisé cette méthode pour inclure d'autres services SaaS. Et donc, ce serait vraiment intéressant qu'on arrive à avoir ces approches macro. Il faut aller à la pêche aux données d'usage aussi pour avoir ces fameuses allocations, là, comme disait. Qui c'est qui disait ça d'ailleurs? C'était Kelly, je crois. Ouais, ouais. Donc voilà, il y a un boulot un peu d'enquête et de capitalisation de données qui est important, qui est assez fastidieux. Et il faut un peu des formes de contrôle qualité. Donc si on pouvait créer un groupe de travail là-dessus, ce serait super, quoi. Et ouais, comme tu dis, David, proposer un référentiel, ce serait pas mal aussi, parce que comme on l'a fait finalement, enfin, on avait l'intention pour les constructeurs IT de dire, OK, on n'est pas d'accord avec vos données, voilà des manières de calculer. On pourrait challenger les acteurs du SaaS et dire, euh, voilà, avec cette méthode, voilà ce qu'on trouve, pourquoi vous déclarez quelque chose qui est bien en deçà. Et à commencer par le IaaS, hein, c'est pour ça que mon premier point, si vraiment il y a des acteurs chez vous là enfin, si on pouvait obtenir des données vraiment qu'on pourrait anonymiser sur les factures IaaS et les inventaires des instances, pour vraiment, ce serait aussi utile pour Cloud Scanner en fait. Et du coup, challenger les calculettes de ces fameux acteurs, quoi. En fait, on a décidé d'appeler ça la fourboulette. D'accord. Donc la Non, fourboulette, ça c'est te quoi? plaît C'est le pas? calculateur ou c'est le RE? Ou c'est la Non, c'est le méthode? petit calculateur. Ok, ok, Ah, ok. ça passe bien. Et on Ouais, va arriver avec très, ça, hein. hein? La fourbamista, sinon, si on fait dans le. Tu fais un channel, ou enfin, tu fais un message dans le Mattermost peut-être pour que les gens se. Ouais, carrément. Ouais. Eric, Et c'est Et quoi après, bon, pardon. Ouais. je voulais poser une question rapide. C'est quoi les données que tu aurais besoin de nos utilisations de YAS ou de PASS pour enrichir? Parce que moi, c'est principalement du OVH et je ne sais pas trop si j'ai ce qu'il faut. En fait, alors, il y a deux choses en fait. Il y a à la fois sur les ratios, valider un ratio monétaire du IaaS, voilà. Donc, même si c'est du OVH, on dit tiens, si j'applique ça à OVH, je peux le comparer déjà avec la calculette OVH. Et si jamais on était capable de faire du cloud scanner avec OVH, ben, on pourrait comparer le tout. Donc, tu vois, approche, en gros, ça revient à comparer une approche top-down et bottom-up. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis après, c'est, tiens, si j'ai un acteur du SaaS, d'accord, qui utilise du IaaS, et donc si j'applique ce facteur, à quoi j'aboutis et est-ce que ça tient la route par rapport aux autres acteurs du SaaS? Je ne sais pas si je suis clair, mais. Et concrètement, ça t'aurait besoin de quoi comme données? C'était plus la question. Bah, donc si on veut être une comparaison top-down, bottom-up, les factures et les inventaires des instances pour faire du bottom-up. Ok, bon, ça c'est Comme facile. ça, on peut Ok. comparer top-down et bottom-up. Et pour les acteurs du SaaS, c'est simplement quelque part leur facture. Et ensuite, leurs revenus, voir s'ils sont en hybride, est-ce qu'ils ont du kilowattheure de leur propre data center. Et pour calculer leur propre RE en utilisant le RE du IaaS, et voir si le résultat tu vois, est cohérent avec les autres qu'on a déjà calculés, quoi. Ok. Merci. Voilà. Et là, j'ai juste besoin de leur facture et de leurs revenus si jamais c'est pas public.
bon. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de continuer l'approche au hardware, genre TSMC, HP. À peu près clair. Je vais envoyer un message dans le chat pour voir qui s'intéresse pour continuer d'avancer là-dessus. Et à mon avis, le champ des possibles est conséquent parce que à la fois sur du SaaS, sur du IaaS, sur des consos globales, des colocations / IaaS. Enfin, voilà. Une petite remarque, Eric. Est-ce qu'il n'y aurait pas matière à se rapprocher de l'ADEME et faire une mission de recherche pour Eh ben, utiliser les écoutez, données s'il du n'y a décret pas d'autres tertiaire? questions, Je crois qu'Eric a décidé de nous ignorer. un bon appétit. Mais je t'entends, Franck, aussi. Hein. Non, mais T'entends pas... Tu nous entends, Eric? Donc j'entends plus rien, donc j'imagine que vous êtes d'accord. Allô? Ah non, je vous entends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, ça y est, bah, j'étais en... Désolé, j'avais... Oui, on a Ça bien y est, compris. Hein? On a bien compris, on trouvait que t'étais pas très poli. Franck, Non, je mettais en avant, suite à la dernière présentation aussi, le décret tertiaire, on va avoir des masses de données. Franck, t'as coupé ton micro pour le coup. Non, mais il coupe le micro. On va avoir des masses de données énormes avec le décret tertiaire, normalement accessibles sur des missions de recherche. Est-ce qu'on n'aurait pas de matière, peut-être avec Gauthier, justement, à accéder à ces données et pouvoir, sur le coup, oui, faire des extrapolations beaucoup plus importantes. Ok. Bah ouais, carrément. Hein. Ouais. Il y a... Oui, je pense que, enfin, franchement, cette approche conso là, elle est prometteuse sur plein d'angles, quoi. Et ça, plus toutes les données extra-financières pour les recouper, ça peut être top. Ouais.